Nous sommes de retour sur le plateau de TV Finance pour cette édition du 2 mars 2023. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant et merci beaucoup pour votre fidélité. Il est désormais l'heure d'ouvrir notre page macroéconomique avec notre invité, Monsieur Philippe Wechter. Bonjour Philippe. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Philippe, vous êtes directeur de la recherche économique chez Ostrom Asset Management et également rédacteur d'un site internet, d'un blog extrêmement intéressant dédié à la macroéconomie, site éponyme philippewester.ostrom.com, etc. Enfin, donc, on le retrouve très facilement. En tout cas, il est extrêmement intéressant et je vous invite à le consulter très quotidiennement. Philippe, peut-on parler de reprise du cycle économique alors que les indices manufacturiers des principales économies mondiales sont encore en contraction au mois de février? C'était un peu la difficulté de ce début d'année, c'est-à-dire qu'on a eu des indicateurs d'enquête auprès des entreprises qui repassaient positifs, on retrouvait une dynamique d'activité, mais effectivement, quand on regarde le détail, les services progressent très rapidement, alors que le secteur manufacturier ralentit. On avait eu depuis le mois d'octobre un rebond de ce secteur manufacturier qui restait malgré tout en contraction. Là, sur le mois de février, on se contracte davantage. Donc il y a une interrogation, aussi bien en Europe qu'aux États-Unis sur cette question. Est-ce que c'est synonyme d'un risque de récession finalement? Est-ce que le risque de récession est finalement bien plus présent qu'avant, parce que finalement, cette hausse des indicateurs d'activité est synonyme de poursuite de l'inflation. On a vu les différents chiffres. L'inflation est très clairement structurellement présente dans nos économies. La Fed et la BCE vont relever leurs cibles de taux terminaux. La récession va arriver très clairement. Alors, à court terme, la préoccupation qu'on peut avoir, c'est sur le comportement des ménages. On a vu sur la fin de l'année 2022 des ménages plutôt très prudents dans leur comportement. Et quand on regarde l'enquête de l'INSEE auprès des ménages du mois de février, les ménages nous disent « moi, je préfère épargner plutôt que consommer ». Donc, il y a cet arbitrage. Et cet arbitrage traduit très clairement les préoccupations liées à l'inflation et à l'incertitude que cela engendre. Ça crée un flou autour de ce qu'on peut faire. Et donc, la principale préoccupation à court terme, c'est ce qui se passe du côté des ménages, en Allemagne, en France, même aux États-Unis. On a une situation qui n'est pas très claire. Et si les ménages restent très prudents dans leur comportement, forcément, ça pèsera sur l'activité. Et le deuxième point est que dans l'enquête du mois de février, on constate que dans les grands pays, moi je regarde aux États-Unis, au Japon, en Angleterre, en Allemagne, en France, les commandes à l'exportation ont tendance à se contracter à nouveau. Et donc, c'est un indicateur qui est très lié au commerce mondial. Et la question à laquelle on est confronté sur le secteur industriel est de se dire, d'un côté, on a des ménages qui sont plutôt prudents, et de l'autre côté, un commerce mondial qui ne redémarre pas. Est-ce que cette situation-là n'est pas préoccupante? Et c'est l'interrogation qu'on a en ce début d'année. Oui, elle est a priori très clairement préoccupante. Du coup, une reprise de l'activité, a priori, ça ne semble pas être le scénario le plus probable. Du coup. Ce qui est préoccupant aussi dans ce phénomène, c'est que on a des taux d'inflation qui continuent de progresser. Mais comment ça se fait, justement? Parce que, et on le voit là très clairement dans les chiffres européens, on a une propagation du choc énergétique dans les comportements des entreprises, et notamment des entreprises industrielles. Et ce facteur fait que les entreprises passent une bonne partie de ce prix dans leur propre prix, elles baissent aussi leur marge, parfois c'est nécessaire, mais c'est un partage qui est très dépendant du secteur, etc. Et on voit bien que cet effet de propagation n'a pas du tout été pénalisé ou perturbé par la hausse des taux de la Banque Centrale Européenne. Et donc, dans le chiffre qui sera publié ce jeudi sur l'inflation européenne, le principal point à regarder va être cette composante d'inflation sous-jacente sur les biens, sur les services, voir effectivement comment l'économie interne réagit. Est-ce que ce taux d'inflation reste aussi fort ou pas? Alors justement, c'est Lane, un des directeurs de la Banque Centrale Européenne, qui a dit il y a 2 jours que la bataille contre l'inflation était en passe d'être gagnée. Pourquoi?
Qu'est-ce qui lui arrive? Sur l'inflation, il y a deux choses. On a l'indicateur global qui prend en compte les prix de l'énergie, les prix alimentaires et les prix des biens et des services. Et on doit faire trois distinctions. La première, c'est que les prix de l'énergie, effectivement, ralentissent très nettement. Les prix du pétrole par rapport à il y a un an sont à peu près au même niveau. Les prix du gaz se sont nettement calmés ces derniers mois, ces dernières semaines. Donc la composante énergie va ralentir très fortement. Et ça va peser très lourd sur l'allure de l'inflation, parce que ça avait été la composante la plus forte dans l'accélération de l'inflation. Les prix alimentaires, eux, continuent d'être très forts, et on a eu toute une série d'annonces et de précautions oratoires dans toutes les radios de tout le monde nous disant ça va être terrible dans le futur. Peut-être pas, on verra. Et puis, il y a la troisième composante qui est celle des biens et services. Et donc, la composante globale pourrait ralentir, même si on a vu qu'en Allemagne, c'était pas le cas, on a vu qu'en France, c'était pas le cas, mais la composante globale pourrait ralentir avec l'inflation. Et dans ce cas-là, Philippe Lane a raison. Mais ce qui nous importe, et ce qui importe dans la gestion de la politique monétaire, c'est la partie intérieure, c'est-à-dire les biens et les services qui, eux, continuent de progresser, et on verra avec intérêt ce qui s'est passé au mois de février. Ce qui s'est passé au mois de février, est-ce que ces indicateurs d'activité, notamment donc celui des services, laissent supposer que l'inflation des services, justement, va augmenter au mois de février? Est-ce qu'il y a une corrélation à faire? C'est pas très clair. C'est pas évident. C'est pas très clair. La principale préoccupation aujourd'hui porte sur les biens, plus que sur les services. Parce qu'on voit les prix des biens impactés par la hausse du prix de l'énergie, ce qui est moins le cas dans les services. On n'a pas besoin de four à 800 degrés toute la journée dans les banques. Mais si les ménages épargnent plus et ne consomment plus, du coup, inévitablement, les entreprises vont devoir revoir leur prix à la baisse, potentiellement. On ne peut pas imaginer ça. C'est pas un mécanisme automatique? C'est un mécanisme qui s'inscrit dans la durée, on ne verra pas sur... donc on le voit, on commence peut-être à le voir aux États-Unis. Est-ce que... ah oui, d'accord. Donc on voit bien que sur certains produits, les ménages sont plus réticents à acheter et obligent les entreprises à ajuster leur prix. Ajuster leur prix, donc inévitablement... Alors de toute façon, on se pose désormais la question... Donc l'inflation est là, hein, structurellement, l'inflation est repartie, on l'a vu. Elle hante, je dirais, elle serpente dans nos économies réelles, on n'arrive pas à la juguler. Est-ce que, donc on parle, est-ce qu'on peut anticiper pour le 22 mars prochain une hausse des taux de la Fed qui soit supérieure à celle qui est anticipée actuellement, c'est-à-dire 25 points de base, et surtout pour la BCE? Est-ce que la BCE peut se permettre une hausse de taux supérieure à 50 points de base, ou ce serait un choc trop important? Juste pour bien appréhender le travail des banquiers centraux, moi j'aime bien l'analogie avec les 12 travaux d'Hercule. Vous savez, à un moment donné, il est confronté à l'hydre de Lerne, et il doit couper toutes les têtes. Et s'il n'en coupe pas une, hop, elle ressort, etc. Et l'inflation, c'est un peu ça. Et le banquier central doit couper toutes les têtes. Et on voit bien la surprise de Jay Powell sur les chiffres du mois de janvier aux États-Unis, et la surprise de tout le monde, de voir que l'inflation était probablement plus résistante, plus persistante qu'on imaginait. Et en Europe, on a un peu la même situation. Et donc, face à cela, les banquiers centraux doivent maintenir des politiques restrictives. Alors, est-ce qu'elles iront au-delà de ce qui est anticipé? On ne peut pas l'exclure. On ne peut pas l'exclure aux États-Unis. On ne peut pas en Europe, c'est plus compliqué parce que Christine Lagarde, dans sa conférence de presse au mois de janvier, s'était engagée sur 50 points de base, en disant on fait 50 points de base, mais après ça ira mieux. Est-ce que pour autant, est-ce qu'elle peut se dédire ou pas? Ça va être un peu compliqué. Alors, ce qu'elle a évoqué dans le même paragraphe, elle dit on fera 50 points de base très probablement au mois de mars, mais ça restera data dependent, c'est-à-dire en fonction des données. Ça évoluera. Donc, l'inflation ce matin peut avoir une importance plus forte qu'imaginée. C'est-à-dire qu'un taux terminal de la BCE à 4% pour 2024, comme l'anticipe Philippe Lane, justement, ça pourrait être de là même. Pour aller au-delà? On ne peut pas l'exclure. Ouais, c'est ça. On peut pas l'exclure. Aujourd'hui, on n'a pas forcément envie de l'imaginer, mais on voit bien que passer de 0 à 3 sur les taux refis de la Banque centrale en quelques mois,
n'a pas eu d'impact espéré, escompté. Ouais, et donc, probablement qu'il faudra aller un petit peu plus loin. Et toute la question, aussi bien aux États-Unis qu'en Europe, c'est que le facteur pénalisant semble être l'offre. On le voit sur la propagation dans le prix des biens en Europe, on le voit aux États-Unis, il y a des analyses de la Fed de San Francisco qui sont pertinentes sur ce point. Et donc, dans ce cadre-là, remonter les taux, si ça ne mord pas sur l'économie, c'est pas suffisant. Et donc il faut peut-être aller un petit peu au-delà de ce qu'on imaginait et donc créer un risque de récession. C'est un petit peu l'arbitrage des banquiers centraux. Si c'était juste une question de demande, ce serait plus simple. Mais c'est pas là, c'est pas une question, c'est une question d'offre. Donc c'est du côté des entreprises. Voilà, en fait, c'est du côté de la façon dont les entreprises répercutent leurs prix en Europe, ont du mal à trouver des emplois, des employés aux États-Unis. Donc c'est une situation assez plus complexe que ce qui était attendu précédemment. Donc ça risque de prendre du temps. Philippe, comment est-ce que ça se fait que les économistes des banques centrales, qui sont d'éminents macroéconomistes, que vous-même, que le consensus Reuters se trompe régulièrement, loupe le coche, je dirais, de façon quasiment... enfin, en tout cas, moins qu'avant ces derniers temps, mais quand même, elle a loupé beaucoup. Comment ça se fait que les macroéconomistes actuellement, n'arrivent pas à trouver, je dirais, à cerner, à trouver des modèles de calcul qui permettent de faire de la prospective, je dirais, un peu plus certaine, en tout cas? Parce que le monde est plus compliqué qu'on l'imaginait. En d'autres termes, le dernier épisode d'inflation, sont les années 70. Et depuis, l'économie a beaucoup changé. Alors, on a eu tendance à regarder les dynamiques de salaire et d'inflation dans les périodes où il n'y avait pas d'inflation salariale, pas d'inflation sur les prix à la consommation. Donc, on avait des relations qui jouaient bien quand on avait des mouvements très, très marginaux. Ouais, sporadique. Et là, on a quelque chose de plus brutal et on ne peut pas répliquer ce qui se faisait dans les années 70. Donc, il faut réfléchir différemment. L'économie est beaucoup plus globalisée qu'elle ne l'était dans les années 70 et elle est beaucoup plus une économie de service qu'une économie industrielle. Donc, les paramètres ne sont pas les mêmes et on voit bien que les questions, par exemple, on parlait d'économie de l'offre tout à l'heure, mais les questions de microprocesseurs ne se posaient pas dans les années 70. Aujourd'hui, on voit bien qu'il y a un jeu sur est-ce que TSMC va rester à Taïwan, va concentrer plus sa production en Arizona. Enfin bref, il y a de vraies questions qui sont posées, qui sont nouvelles et auxquelles on est confronté aujourd'hui. Et c'est une réflexion qu'on doit avoir. On a vu, par exemple, que au moment du choc énergétique, on a tous eu en tête l'idée que, comme dans les années 70, ça allait vite provoquer une récession. Ça n'a pas été le cas pour l'instant, mais on doit bien avoir en tête que le choc pétrolier dans les années 70, c'est fin 73, la récession, c'est 75. Est-ce qu'il n'y a pas un lag, un délai plutôt, un peu plus important que ce qu'on avait envie d'imaginer? Parce que en 2023, on doit adapter nos comportements à cet environnement nouveau, avec des prix du gaz plus élevés, des prix de l'électricité plus élevés, et donc ça forcément, des prix de l'alimentaire plus élevés, forcément ça change notre arbitrage et notre façon de consommer. Est-ce que c'est pas ce facteur-là qui va être important? Est-ce que en 2022, on n'a pas eu tendance à piocher un peu dans son épargne quand c'était nécessaire pour finalement, en se disant le choc ne sera que temporaire, c'est pas très grave. Là, on sent que le choc s'inscrit dans la durée et donc les comportements sont en train de changer. Ok, vous dites que le lag, le délai de réalisation de ces chocs, de matérialisation de ces chocs dans l'économie réelle peut prendre du temps. Vous parlez de 2 ans en faisant référence au choc pétrolier de 73. Potentiellement, donc ça veut dire que ce choc énergétique pourrait s'inscrire réellement dans l'économie réelle européenne, en tout cas notamment européenne, d'ici 2024 en fait. Donc c'est-à-dire que 2023 on devrait encore... ça va être une année compliquée. C'est une année compliquée, mais qui serait peut-être pas la pire du coup. Bon, probablement, si on n'a pas... La question est de savoir si on s'attend à des chocs énergétiques supplémentaires en 2023 ou pas. Pour l'instant,
tous les éléments sont plutôt favorables. On retrouve de la production d'électricité nucléaire en France, ce qui n'était pas le cas en 2022. On importait de l'électricité, maintenant on en exporte. Donc ça change quand même pas mal la donne. L'hiver a été très clément, même si là, depuis quelques jours, il fait beaucoup plus froid, donc on chauffe un peu plus. Mais les réserves de gaz restent un peu plus élevées que la normale. Donc la demande de gaz en 2023 sera probablement bien moindre que celle qu'on avait eue en 2022, et les chocs qu'on subira seront de nature moindre. Donc on doit s'habituer maintenant, en espérant qu'on n'ait pas de choc trop marqué, mais on doit s'habituer à des prix du gaz qui seront plus élevés. Juste pour rappeler les choses, tout le monde se félicite du prix du gaz qui n'est pas très cher. On est à 50 € le mégawatt-heure. On était avant la crise à moins de 20 €. Et donc, quoi qu'il arrive, ça modifie votre arbitrage, que vous soyez un particulier, que vous soyez une entreprise. Forcément, ça a un impact sur les habitudes de consommation, les habitudes de consommation et sur les dépenses. Et donc, c'est finalement ces nouvelles habitudes, ce nouveau paradigme de consommation qui doit être appréhendé par les macroéconomistes. Exactement. C'est comment on prend en compte ces phénomènes, et c'est plus compliqué que dans les années 70. C'est plus difficile. Et on voit bien la problématique de cette énergie qui a été discutée encore très récemment sur l'Inflation Reduction Act américain, qui dit on vous subventionne vos investissements, et en plus, chez nous, l'énergie est moins chère. Et on voit bien, en discutant avec des chefs d'entreprise, qu'il y a une tentation liée au prix de l'énergie plus faible. Donc cette dimension-là n'existait pas dans les années 70. Donc c'est pour ça que l'économie est un petit peu plus complexe qu'à l'époque. Un peu plus complexe, un peu difficile à appréhender. Une dernière chose, donc à 11h, c'est la publication des chiffres de l'inflation en zone euro, l'estimation de l'inflation en zone euro. Est-ce que l'inflation a augmenté en France, l'inflation a augmenté en Allemagne, l'inflation a augmenté en Espagne, en Italie on va le voir, mais très probablement aussi. Du coup, inévitablement, en zone UE, elle sera au-dessus du consensus potentiellement? Potentiellement, elle pourrait être un petit peu au-delà des 8,2% qui sont attendus. C'est possible, en tout cas. On a eu une mauvaise surprise en Allemagne, on a eu une mauvaise surprise en France. Voilà, donc il faut être prudent sur ce chiffre qui sortira en 11h. Qui sortira, et qui, de toute façon, qu'une estimation flash, ce seront des données estimatives. Ok, merci beaucoup. Merci à vous. Beaucoup, Philippe Wechter, directeur de la recherche économique chez Ostrom Asset Management, et également rédacteur en chef d'un blog extrêmement intéressant dédié à la macroéconomie, philippewechter.ostrom.com. Merci beaucoup Philippe d'avoir été avec nous ce matin. Nous on marque une rapide courte page de publicité, on se retrouve dans un instant pour un point bourse. À tout de suite sur Tes Finances.